Donc aujourd'hui, pas que dans ma session, mais également dans les autres sessions, on va parler de la gestion opérationnelle des risques de l'IA. Avant de parler de ça, je pense que c'est important de parler du pourquoi. Même si ça peut paraître une évidence, parce qu'aujourd'hui, on a un certain recul depuis 4 ans sur les incidents qu'ont causé les IA à des entreprises, à des usagers. C'est toujours important de comprendre pourquoi, en fait, il y a un besoin de gestion des risques. J'ai pris ici 3 exemples qui sont assez représentatifs des différentes catégories de risques. Le premier, c'est plutôt du risque réputationnel. C'est arrivé il y a 3 ans, au tout début de la vague de l'IA générative. DPD a sorti un chatbot qui a insulté les clients. Des gens ont mis ça sur Twitter et ça a été repris par tout un ensemble de médias. Je crois que cette news est du Guardian. Ce qui est intéressant de noter, c'est que encore aujourd'hui, l'enjeu réputationnel est majeur. Il est également utile de noter que là, on est sur la frontière entre une mauvaise IA et un usage mal intentionné. Dans le cas de DPD, comme dans un certain nombre de cas, vous avez une nouvelle population qui fait de l'attaque des IA, sans forcément avoir un background en cybersécurité, en attaque sur d'autres systèmes, mais qui fait dériver les systèmes et qui trouve ça rigolo de poster à quel point les IA sont insultantes, racistes, etc. C'est une nouvelle catégorie d'attaque qui est très spécifique à l'IA, mais on reste, comme vous êtes pour beaucoup ici dans le domaine de la cybersécurité, on reste sur du domaine adversarial. Première catégorie. Deuxième catégorie, le cas de Air Canada, où un chatbot basé sur de l'IA, aujourd'hui c'est vrai qu'on appelle ça agent IA, mais ça reste des chatbots basés à l'IA, a promis une discount, enfin en gros a menti sur les prix. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'est pas dans des cas adverses. Pourtant, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a cherché à obtenir un mauvais prix. C'est complètement différent d'un autre cas que j'ai pas mis ici parce que ça aurait été redondant, du cas de la Chevrolet à 1$. Qui ici a entendu parler de la Chevrolet à 1$? Certains, voilà. Il se trouve que là, ça rentre dans la première catégorie parce que c'est quelqu'un qui cherchait à faire mentir l'IA. Le cas d'Air Canada est intéressant parce que, c'est pas de l'adversarial, mais ça a été, je crois, dans le monde, la première hallucination de l'IA qui a mené à un jugement au Canada par un tribunal qui a confirmé la responsabilité de l'entreprise qui derrière avait développé ce chatbot pour compenser l'utilisateur. Derrière, d'un point de vue responsabilité, c'est toujours hyper important de garder en tête que les IA ne sont pas responsables. C'est peut-être elles qui commettent les erreurs, ou c'est les usagers qui, en les utilisant mal ou en les détournant, commettent les erreurs. Mais in fine, la responsabilité au sens légal, elle sera toujours pour vous dans les entreprises. La troisième catégorie de risques, et là c'est vraiment des choses qui font peur, c'est des attaques sophistiquées, ciblant des IA pour extraire massivement des données propriétaires des entreprises. Pour l'instant, on vit peut-être encore dans une période de paradoxe de Fermi parce que ces nouvelles-là, de failles, même des agents IA de Microsoft Copilot, aujourd'hui, c'est des chercheurs en sécurité de l'IA qui les pointent. On n'a pas encore observé, peut-être que malheureusement on commencera à le voir maintenant qu'il y a des outils comme OpenClaw qui démocratisent ça, mais on n'a pas encore observé par des acteurs adversariaux sophistiqués d'exploitation massive de ce type de nouvelles portes d'entrée
à des attaques. Voilà, ces 3 exemples. Si ça vous intéresse de pousser un peu plus loin, on a notre équipe de recherche chez Giscard, on se présentera un petit peu, a publié un papier scientifique avec une base de données. J'ai mis le lien en dessous, Real Harm, qui recense les incidents publics des IA qui sont liés à des agents d'IA générative, avec toute une taxonomie. Si on essaie de prendre un peu de hauteur, donc du coup sur le pourquoi il faut tester, protéger les agents IA, je pense que c'est assez clair. Il y a des risques très concrets, pas théoriques, mais des choses vraiment documentées sur la réputation, sur l'aspect légal, sur l'aspect financier, sur de la disruption et vraiment sur de la data security. Donc chez Giscard, on est une start-up indépendante, vraiment issue de la recherche, croisement IA et sécurité, pour aider à tester, évaluer, sécuriser les systèmes à base d'IA agentique. Enfin, ça reste toujours avec de la Gen AI qui a accès à différentes choses. Parlons un petit peu, pour être précis, j'imagine qu'on est une audience qui a maintenant une certaine compréhension technique de l'IA générative, de quel est le périmètre auquel nous, chez Giscard, on s'adresse d'un point de vue test et d'un point de vue sécurité. Excusez-moi, je passe là. Voilà. Donc, ce que les gens appellent un agent LLM, et on peut utiliser de façon équivalente le terme application. On sait comment sécuriser des applications web. Maintenant, il y a des applications IA. C'est d'autres types d'ingénierie, c'est d'autres types de composantes, mais ça reste de l'application. Il faut bien avoir conscience que maintenant, pour vraiment des agents LLM, on n'est pas du tout sur un paradigme où, en gros, on utilise un foundation model tel quel avec une petite couche de prompt. Ça, beaucoup l'ont essayé et ont vu que ça ne répondait pas aux besoins quand on veut vraiment faire des applications maîtrisées. Donc, un agent, c'est toute une couche d'orchestration avec des prompts, avec de plus en plus des workflows avec plusieurs sous-agents qui interagissent dans un graphe, qui font des appels à différents LLM d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que pour des questions de coût, on n'a pas forcément besoin que toutes les couches des sous-agents utilisent un LLM très gros, c'est plus coûteux, et qui après vont pas simplement orchestrer des appels au LLM, mais orchestrer des appels à des systèmes de données des entreprises, qui vont, pour le cas est-ce que le terme RAG, est-ce que vous le connaissez? Ok, bon, quasiment tout le monde va. Le cas du RAG, il est vraiment, c'était, je pense, la première génération des agents IA. C'est simplement, on met à disposition des documents de l'entreprise. La raison pour laquelle cette architecture qui introduit du coup une différenciation technique forte par rapport à juste utiliser un LLM avec un prompt, c'est que le LLM, il est entraîné sur des données, mais qui ne sont pas celles de l'entreprise. Donc, pour rendre un LLM utile à un domaine spécifique, il faut avoir des capacités de ramener via des vector database, etc., de la connaissance des données de l'entreprise structurées. C'était l'étape 1. L'étape 2 qu'on voit arriver, c'est l'ajout de capacités d'appel à des outils. Des outils type API, des outils type MCP. Et éventuellement, pas simplement en lecture, mais en écriture. Donc la possibilité pour des agents de mener des actions qui dépassent son scope de l'agent, mais qui touchent à potentiellement des systèmes critiques des entreprises. Donc ça, on voit arriver. Enfin, et même si vous ne le voulez pas, ça va arriver parce qu'on voit le phénomène de la shadow AI avec des employés qui installent des agents locaux qui, en fait, parfois, sans que vous le sachiez,
vont mener ces actions. L'adoption, de toute façon, de ces agents avec des capacités d'appel à des outils, elle va arriver. On sait qu'il y a un besoin d'un point de vue productivité. Maintenant, il y a une énorme question sur comment la sécuriser. Et ensuite, dernière étape, c'est important de noter que tout ça tourne sur des serveurs. Ça tourne, il y a des chaînes de supply. Donc, moi, je parlerai un petit, dans ma démo de la partie red teaming, donc la partie test adversarial sur cette couche d'agents, quand on la considère comme un ensemble applicatif global. Mais évidemment, tout ce qui fonctionne, tout ce qui a fonctionné en sécurité sur d'autres systèmes est là pour rester. Il n'y a rien à jeter. Les fondamentaux de protéger sa supply chain, protéger les endpoints, etc., restent hyper importants. Là, on parle d'une couche supplémentaire, d'une nouvelle surface d'attaque et de défense qui apparaît. Alors, juste pour bien définir les termes, mais le terme red teaming appliqué à l'IA, je rappelle la définition qui me paraît la plus juste. C'est pas du pentest IA. Je pense que c'est un terme qui a pas mal d'abus. Le terme vraiment consacré de AI red teaming, c'est du test structuré dont le scope, c'est important, c'est de trouver les défauts et les vulnérabilités. Ce qui introduit une distinction assez majeure en fait dans la discipline du red teaming, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement à des sujets de vulnérabilité au sens sécurité. Il y a un spectre de défauts qui, dans le contexte d'une IA, est plus large. On le voit avec, sur cette illustration, quelques exemples. Il y a par exemple des sujets qui n'existaient pas avant autour des biais, autour des hallucinations, plutôt des arguments que parfois on aurait tendance à catégoriser dans la qualité, mais qui font partie du périmètre pour une IA qui est capable de mener des conversations, doit être prise en compte dans le périmètre de test. Donc, avant de passer à la démo, une dernière slide, c'est le threat landscape des IA. Donc ça, c'est vraiment pensé pour des agents IA. Et avant même de parler outillage, process ou quoi que ce soit, je vous recommande de vraiment, pour vos cas d'usage d'IA, de faire ce petit travail en atelier, avec vous côté sécurité, avec les ingénieurs IA, peut-être avec les product managers, pour mapper exactement sur vos cas d'usage quelle est votre hiérarchie des risques. Entre, sur le spectre des acteurs très sophistiqués et intentionnels, des acteurs adverses, à des utilisateurs entre guillemets normaux, qui n'ont pas d'intention de nuire, mais qui peut-être sont naïfs au sens où ils n'ont pas d'idée de ce que le système peut faire ou ne pas faire, répondre ou ne pas répondre, et à avoir une vue sur la véracité des outputs des IA. Alors, pour passer à la partie démo, j'aurais besoin d'un petit soutien logistique sur comment connecter mon ordinateur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. J'aurais juste besoin d'un câble HDMI, concrètement. Ok. Ok, super.
Ok, donc en 5 minutes, pour faire un panorama rapide des capacités de test que on a créées chez Giscard, je vais vous montrer donc 3 façons relativement packagées et automatisées de tester des agents IA. En prenant ici l'exemple d'un... Enfin, on travaille beaucoup dans des secteurs régulés, donc on compte des clients qui utilisent cet outil type AXA, BNP, Société Générale, Crédit Mutuel. On parle donc d'agents qui sont exposés au client final pour répondre à des questions dans le domaine bancaire. Zephyrbank est une banque fictionnelle, c'est des données évidemment synthétiques, mais ça va, j'espère, vous montrer vraiment un cas assez réaliste de comment tester un agent. Je vais vous montrer donc trois capacités. Une capacité pour faire du scan automatique côté sécurité. Je vous montrerai ensuite une capacité pour faire du test plus détaillé sur le volet qualité, métier. Et ensuite, pour aller plus loin, je vous montrerai une capacité pour créer des scénarios de test comportementaux de façon beaucoup plus customisable, pour modéliser des scénarios qui ont besoin de customisation plus poussée. Donc la première capacité, c'est ce qu'on appelle un scan. C'est un terme assez consacré dans le domaine de la cybersécurité qu'on a vraiment complètement revu dans le contexte applicatif d'un agent IA. Donc l'interface de base d'un agent IA, c'est du conversationnel. C'est une conversation entre une IA et un utilisateur. C'est exactement ce que ce scan fait. À haut niveau, vous avez donc une lettre globale pour vous dire, ok, est-ce que c'est A, il n'y a pas de problème détecté, B, des issues mais mineurs, A, D, des issues critiques qui sont détectés. Si ça vous intéresse, on pourra continuer après, mais pour l'avoir fait avec beaucoup d'entreprises, généralement, on est assez surpris quand on fait tourner ce scan de ce qu'on trouve. On trouve vraiment des choses que des audits manuels n'arrivent pas à trouver. Ensuite, vous avez donc un ranking par catégorie de risque. Donc là où on travaille dur côté R&D, c'est vraiment avoir le spectre le plus large possible dans ce scan, des couvertures de risque et également d'avoir une très bonne profondeur. Donc dans ces différentes catégories, donc je vous montrerai 2 exemples. Je ne pourrai pas vous les montrer tous parce qu'il y a plus d'1 millier d'attaques qui sont tentées. Je vais vous montrer donc un cas vraiment lié d'abord à l'injection de prompt, qui est, je pense, le terme le plus connu dans les attaques adverses. Donc ici, on va tester, c'est assez récent, des techniques d'injection de différents caractères, dont quelque chose qui fonctionne encore très bien, c'est des caractères invisibles ASCII. Donc là, vous voyez, hein, je l'ai fait tourner en plusieurs langues. On a aussi nativement la gestion des attaques dans plusieurs langues, parce qu'il peut arriver que certaines attaques passent en allemand et pas en français. Et là, vous voyez, donc, on utilise pour ça des sous-agents IA spécialisés qui vont implémenter des stratégies d'attaque qui s'adaptent dynamiquement au contexte de l'agent, où vous pouvez avoir la récupération de... Donc ça, on va simuler les prompts utilisateurs et une IA spécialisée va évaluer la réponse de l'agent. À partir de ça, donc, vous avez 2 actions, envoyer vers un dataset ou marquer comme faux positif. Je vous montre un autre exemple qui s'adresse à la thématique de l'hallucination avec un check sur les problèmes de sycophancy. Donc, en gros, un utilisateur vient avec une question qui est biaisée, avec une affirmation qui est fausse, et voir si le LLM résiste à confirmer cette affirmation fausse ou non. Ça, concrètement, c'est proche du cas que j'ai cité auparavant
de DPD. Les LLM ont tendance à être tout le temps helpful, donc à confirmer. C'est un biais assez inhérent à cette technologie, qui est corrigeable avec du prompt, avec des systèmes de protection dédiés, mais qui est très fréquent et qui est critique parce que là, vous voyez, l'IA spécialisée qu'on fournit pour détecter ça explique la conséquence. C'est que concrètement, on oublie une étape, par exemple, de checker la preuve de revenu dans un process bancaire. Ça fait que la réponse est fausse et ça peut avoir des grosses conséquences, en tout cas derrière, en termes de service client. Voilà. Si vous voulez creuser plus loin, on pourra continuer. On a un stand sur les 3 jours. Je vous montre brièvement une deuxième capacité sur la partie qualité pour aller plus loin. C'est vous donner la capacité en fournissant une base de connaissances qui est prise comme référence, de générer des paires de questions-réponses qui sont très représentatives et qui permettent de voir si votre bot répond bien à votre connaissance de l'entreprise ou à l'inverse, s'en mêle les pinceaux. Donc simplement avec ça, vous voyez que l'outil vous permet de générer très rapidement différentes questions typiques. Type comment set up une application. Donc ça fait gagner énormément de temps parce qu'on voit des équipes qui le font de façon manuelle. Donc ça permet de faire de la test qualité tout en gardant l'humain dans la boucle pour inspecter, mais de façon beaucoup plus rapide. À la fin, ça ressemble à ça, hein. C'est vraiment une capacité, quand on évalue un agent qui évolue au cours du temps, il y a différentes versions, de pouvoir avoir un type d'interface de debugging pour comprendre quels sont les cas d'échec et pouvoir ensuite comprendre pourquoi. Voilà. Et parfois, ça va justement dans la profondeur du domaine métier. Ça permet de déceler des choses qui restent cachées en détournant. Puis-je obtenir plusieurs prêts? On va vraiment chercher à tester l'agent IA dans ses limites. Et ensuite, pour l'ingénieur ou pour quiconque est impliqué dans le monitoring, pouvoir comprendre, avoir la trace de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'agent. Je précise techniquement, toute cette approche-là fonctionne en black box de base. On n'a besoin que d'une API d'échange avec l'agent pour faire tout ça. Mais après, sur la partie debugging, il faut avoir la capacité de faire de l'introspection sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'agent. Mais le fait de le faire en black box, c'est techniquement ça a une propriété très intéressante, c'est qu'on peut le faire sur n'importe quel agent. Votre agent interne, on peut même tester, on le fait parfois, des solutions externes de providers de chatbot, qui évidemment, il y a un sujet de confiance. Les fournisseurs vont toujours vous dire « mon IA est la meilleure, il n'y a pas d'hallucination et pas de faille ». Quand un tiers comme nous mène les tests, on découvre parfois des vérités qu'on préférait connaître avant de lancer un agent, notamment un agent pour le client final, où on engage beaucoup la marque de l'entreprise. Voilà, j'ai un peu dépassé, donc si vous voulez parler de la dernière fonctionnalité de customisation avec les scénarios, je la montre là simplement, hein. C'est beaucoup plus custom, mais on pourra continuer après si vous le souhaitez. Je vous mets en fond quelques références clients de clients qui ont des agents IA en live et qu'on accompagne avec cet outil et vraiment ce service un peu managé complètement de gestion des risques des agents IA.